Tout mon patrimoine, je rejoue toujours. Pour moi, c'est le fait de se mettre en danger. Réussir n'est pas une option. Je dois réussir en fait. Quand on pèse plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions, on a quand même vachement réussi. Donc c'est quoi réussir? Mes équipes, je les aime. Mais vraiment. Et c'est sincère. Sinon, je leur dis, ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Pour toi, construire une grosse boîte, ça passe par la culture d'entreprise, former les gens et bien les payer. Mais où tu les trouves? Tu les débauches? J'entends de plus en plus de personnes qui ne voient que le côté « je veux être entrepreneur ». Déjà, il n'y a pas que ça. S'il n'y avait pas les salariés, il n'y aurait pas d'entrepreneurs. Ce serait que des indépendants. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as rendu plus de 10 personnes millionnaires? Ah ouais, beaucoup plus même. Ouais, me semble bien. J'adore surpayer mes équipes. Il n'y a aucune personne de mes équipes qui ne mérite pas ce qu'ils gagnent. Beaucoup d'argent que je donne sur les variables. Et le variable, s'il est bien calculé, c'est au mérite. Et dans toutes les sociétés que j'ai créées, tous ceux qui ont évolué, ils ont évolué au mérite. Comment tu as l'idée de cette boîte? Parce que c'est quand même un truc de malade. Direction le succès. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 de l'Ultra Cash. Aujourd'hui, on a un épisode tout particulier. Suite à l'épisode 6 et à son succès, on a décidé de refaire un épisode avec donc JC. Salut JC, comment ça va? Ça va nickel. Merci Marvin pour l'invite. Merci à toi pour ta venue. Je vois que tu commences à être familier un peu avec les podcasts. C'est cool, là c'est le deuxième, troisième, ça commence à faire plaisir. La sauce commence à prendre? C'est ça commence à prendre et franchement, je commence à aimer. Je sais que tu as des semaines de fou. Ça ressemble à quoi cette semaine? Donc on est que mercredi, mais ça a commencé comment la semaine? En fait, c'est vrai que j'ai des semaines, j'ai des journées, elles font 2 journées, quoi. Okay. C'est-à-dire que là où normalement, je vais même pas parler des fameuses 35 heures ou 36 heures semaine, mais c'est vrai que je l'ai fait en 2 jours à peu près, les 36 heures. Pour les 35 heures. Je l'ai fait. Tu te lèves à quelle heure en fait? C'est quoi ta routine? En général, par exemple, ma routine, c'est si on prend lundi, j'étais réveillé à 4h45. Okay. Donc réveil 4h45, 5 heures, je fais mon sport de 5 à 6. Ensuite, je me fais un petit quart d'heure de méditation, douche glacée. En gros, 6h30, je suis ready. Okay. Et donc 6h30, là, je commence à enchaîner. J'essaie de faire à peu près 30 minutes où je vais apprendre aussi des choses, lire un peu la presse, ça, mais vraiment c'est 30 minutes. Déjà avant, normalement, sur ma séance de sport, je vais écouter au moins 1 ou 2 podcasts ou des livres. Voilà, par exemple, j'utilise Cooper. Okay. Cooper, ce sont des livres que tu vas écouter en 20 minutes à peu près. Et du coup, j'essaie de me faire 1 ou 2 coups. C'est comme ça qu'on appelle des livres audio rapides, en résumé. Et ensuite, j'essaie de me faire potentiellement un podcast aussi, où j'essaie de finir un podcast que je n'ai pas terminé. Donc ça, c'est pendant que je fais du sport. Du coup, j'apprends des choses. Et pendant que je fais le sport, je vais aussi prendre des notes, des choses comme ça. Ensuite, donc là, c'est ma demi-heure où je lis 6h, 6h30, ou 6h30, 7h max. Et après, j'enchaîne rapidement ma to-do list de la semaine. Je sais que tu as énormément de meetings en fait, dans tes journées. Hein. Donc déjà, je me fais ma semaine, si je ne l'ai pas terminée. Mais normalement, le dimanche au soir, en fait, la veille au soir, je sais que j'ai ma journée qui est prévue. Et le dimanche au soir, je sais que j'ai ma semaine qui est prévue et qui est finalisée. Donc normalement, je fais à peu près en moyenne, selon les jours, mais une moyenne de 10 à 14 meetings par jour. C'est incroyable. En moyenne, après, ça dépend des jours. Je peux avoir des journées où j'ai 22, 23 meetings à l'aise. J'ai mes meetings qui commencent parfois à 7 heures avec mon équipe proche. Et le dernier meeting, très régulièrement, j'ai des meetings qui se finissent à 22h, 23h. C'est vrai que parfois, les gens ne comprennent pas, mais c'est vrai que je peux avoir, après des dîners que j'ai avec des clients ou avec des gens de mes équipes, ça m'arrive d'avoir très régulièrement, quasiment au moins 3 soirs par semaine, d'avoir des points avec les équipes à 22, à 23h, voire à minuit, avec les équipes proches. Et du coup, en général, mon minuit 4h30, à peu près, c'est mon format de sommeil. Selon les jours, ça m'arrive de faire dans la semaine en général une nuit blanche quand j'ai vraiment beaucoup de boulot. 1 sur 7, ça va, c'est pas dérangeant. Et sinon, du minuit 4h30 ou du minuit 5h à peu près. Et dans la journée, donc je vais enchaîner. Tu fais des siestes des fois, parfois en journée? Je fais des siestes donc exclusivement quand je prends les transports, le train ou l'avion. Okay. Là, je vais me faire une petite sieste au démarrage du train ou au démarrage de l'avion, au décollage, d'à peu près 15 minutes. Okay, cool. Je me fais une petite méditation et la méditation bascule directement sur le sommeil, sur une petite sieste d'1 quart d'heure. Mais c'est quand je voyage, mais c'est vrai que je voyage beaucoup. Je fais à peu près entre 2 et 4 pays par semaine. Donc l'organisation, elle a intérêt à être au cordeau.
Et même si parfois on peut imaginer, et c'est vrai que je ne suis pas le mec le plus organisé, le plus structuré, tout est relatif parce que le dimanche au soir, mes points, ils sont calés. J'ai mes 30, 40, 50 points sur la semaine qui sont calés parce qu'en fait, j'ai des points avec tous les membres de mes équipes. J'ai des hebdos avec tout le monde, avec toutes les équipes de ma boîte, de Humanity, des différentes filiales que j'ai, de mon fonds d'investissement aussi, avec des différentes startups. J'ai mes hebdos. Et avec certaines qui nécessitent plus d'investissement que d'autres, en plus de l'hebdo, je vais avoir un daily. Ouais. Et donc, ça veut dire tous les matins, un daily, c'est entre 5 et 15 minutes avec les différents membres de l'équipe. Et ça, je le fais pour les boîtes qui ont besoin de plus d'input. Par exemple, mon équipe marocaine a besoin de plus d'input en ce moment. Je la co-dirige aujourd'hui avec un dirigeant là-bas. Et pour le coup, là-bas, tous les matins à 9h, 9h15 max, j'ai mon daily. Voilà. Et c'est vrai qu'en général, en début de semaine, en général, je peux avoir des points qui sont plus larges que d'autres. Et justement, on va faire le point sur la semaine. Mais en général, en termes d'organisation, j'ai mon hebdo avec chaque membre de mes équipes, chaque leader d'équipe. Et ensuite, à la fin du mois, j'ai la revue mensuelle sur laquelle on va descendre de la même manière que l'hebdo ou que le daily. Le daily, on va se dire tout ce qu'on a fait la veille et tout ce qu'on va faire le jour même. L'hebdo, on va se dire tout ce qu'on a fait sur la semaine écoulée et tout ce qu'on va faire sur la semaine à venir avec des objectifs déjà préétablis. Et la monthly, on va se faire justement, on va descendre tous les objectifs qui ont été committés, en fait, tous les commits qui ont été faits par chacun des membres de l'équipe sur le mois écoulé. Et ensuite, on va se refixer de nouveaux objectifs sur le mois et on va les descendre. Et en général, à la fin du mois, on va aussi se faire ce qu'on appelle une démo. Donc vraiment, ça vient de toutes les startups de la Silicon Valley où on parle des démos day. En général, donc on va faire une démo vraiment de tout ce qu'on a fait sur le mois, plus descendre tous les objectifs. Notamment, nous, on fonctionne en OKR, objectifs qui résultent. Et donc, on va les descendre, voir où on en est. Et après, on va faire pareil sur le mois à venir. Et en général aussi, le mois, on va faire des rétrospectives. C'est-à-dire vraiment descendre tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a marché, voir tous les points de friction qu'il y a pu avoir si les objectifs n'ont pas été atteints. Et ensuite, on avance en se mettant les actions. Qu'est-ce qu'on arrête, stop, qu'est-ce qu'on continue et qu'est-ce qu'on démarre. Du coup, aujourd'hui, tu as plus de 650 personnes qui travaillent avec toi. En fait, j'ai envie de parler de l'actuel parce que l'actuel est tellement incroyable. Donc là, on a vu comment t'organiser ta journée. Mais on va retourner à JC de 30 ans. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. JC à 30 ans, il était où? Et alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, enfin plutôt pour les spectateurs qui nous regardent, on reviendra du coup avant la fin de l'épisode. C'est une promesse sur l'anecdote donc avec Bernard Arnault parce que je sais qu'elle a été demandée quelques fois donc en commentaire. D'ailleurs, commentez si vous voulez qu'on continue des épisodes avec JC et mettez un like. Et donc, dis-nous, JC de 30 ans, il était où? Il faisait quoi? Parce que là, il avait déjà été milliardaire, il avait déjà été SDF. Est-ce qu'on n'avait pas encore parlé beaucoup de la partie SDF, même si on avait parlé du fait que tu avais été voir tes investisseurs, etc. Mais à 30 ans, grosso modo, JC, il était où? Il faisait quoi? Alors, JC à 30 ans. 30 ans, c'était donc... Il y a 17 ans. Il y a 17 ans, en 2006. Donc, JC en 30 ans, 2006. Donc, il est passé par la case SDF, mais ça, on pourra en reparler. Ouais. Mais je n'étais pas tout à fait SDF parce que je vendais quand même, je faisais quand même un peu d'argent. Je vendais des journaux à la criée sur les marchés et j'étais porteur de presse aussi le matin entre 4h et 7h du mat. Donc j'essayais quand même de me faire un peu d'argent. Voilà. Et ensuite, après avoir été porteur de presse, après j'ai retrouvé un job. Okay. Et du coup, à 30 ans, donc j'étais cofondateur d'une société qui s'appelait Adneum, depuis qui a changé de nom et qui est devenue Positive Thinking Company. C'est quoi Adneum? Adneum, donc j'ai créé en 2004. Okay. Donc en gros, peut-être rapidement, si je peux faire de la phase SDF jusqu'à 30 ans, donc c'est-à-dire les 5 ans qui ont précédé. En gros, je me suis retrouvé donc rapidement à vendre, comme je disais, quelques journaux. En parallèle, j'ai cherché un job la journée, donc j'allais à l'époque faire du porte-à-porte. Il n'y avait pas encore... Mais du coup, tu as 25 ans. Là, tu te retrouves à vendre des journaux alors qu'il y a 4 ans avant, tu gagnais $1 million. À l'aise, ouais. Alors, où est passé l'argent? Même 2 ans avant. Parce que je suis sûr que tout le monde se dit, où est-ce qu'est passé l'argent? Est-ce que du coup, vu que tu étais jeune, tu as tout dépensé? Est-ce que en voulant faire un dernier projet, tout est tombé? On va dire que je dépensais, mais en réalité, au final, ça ne représente même pas 0,1% parce qu'au final, je n'avais même pas le temps.
de dépenser. En fait, les 99% ou les 99% de l'argent est passé dans les projets. Okay. C'est juste qu'à un moment, l'argent a été brûlé parce que j'ai tout mis. Mais de toute manière, moi, en général, c'est toujours all-in. Okay. All-in, tout ce que je peux gagner, je le remets dans mes projets. Et d'ailleurs, ça a continué, vous l'entendrez plus tard, mais ça a continué et ça continue encore en fait. Aujourd'hui, tu le ferais encore ? Ce que je gagne, sans problème en fait. Ce que tu gagnes, oui, mais ton patrimoine. Tout mon patrimoine, je rejoue toujours. Ok. Je rejoue toujours mon patrimoine. Okay. Pourquoi je rejoue mon patrimoine ? Parce que pour moi, à un moment, c'est le fait de se mettre en danger. Okay. Le fait de me mettre complètement en danger, ça veut dire que réussir n'est pas une option. Okay. Je dois réussir en fait. Mais tu as déjà réussi. C'est quoi le synonyme de réussite ? Parce que les gens qui nous regardent, il faut savoir qu'ici, il y a quand même une boîte de 650 personnes, une boîte qui faisait quand même, enfin qui fait toujours d'ailleurs 100 millions cette année, qui a été revendue, beaucoup plus que 100 millions, donc tu étais largement majoritaire. Donc réussir au bout d'un moment, c'est quoi ? Parce que je veux dire, là, quand on pèse plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions, on a quand même vachement réussi. Donc c'est quoi réussir ? Est-ce que c'est le dépassement de soi ou est-ce que c'est l'argent ? Alors moi, l'argent, je trouve que ça vient et ça va et c'est pas mon driver. L'argent, je trouve que c'est qu'un moyen, c'est un oxygène quand on a une entreprise pour vivre, donc on a besoin d'être profitable, rentable. Mais après, personnellement, je ne suis pas drivé par l'argent. C'est pas mon sujet, c'est pour ça à chaque fois que je rejoue tout. Et qu'au final, même quand on me demande, je ne sais même pas ce que j'ai en argent, mais je ne savais pas, même quand j'en avais pas, en général, ce n'est pas mon sujet en fait. Et d'ailleurs, je rejoue toujours. J'ai rarement, très régulièrement, on me demande, même parfois quand je regarde, ça m'arrive souvent, c'est marrant, mais de faire des achats. Et lorsque je fais des achats, mais ça peut être un resto, ça peut être de m'acheter un t-shirt, que ma carte ne passe pas. mais ça m'arrive au moins 1 ou 2 fois par semaine. Et chaque fois, je me rappelle de quand j'étais plus jeune où la carte se faisait avaler dans les distributeurs. Mais en fait, c'est juste elle passe pas parce que j'ai pas d'argent en fait sur mon compte, parce qu'en fait je réinvestis tout en permanence. Donc après oui, j'en récupère, mais c'est vrai que je réinvestis tout le temps. Et j'ai pas un train de vie extraordinaire. Non. Pourquoi ? Parce que en fait pour moi un train de vie extraordinaire, on parle sur la partie privée, parce que sur la partie pro... À la partie pro, j'investis tout le temps. Et j'investis comme un dingue, en fait, tout le temps. Et tu voyages beaucoup ? Je voyage beaucoup, j'investis tout le temps. Tu voyages combien de fois par semaine ? Entre 2 et 4 pays par semaine. Ouais, voilà, mais ça va bien. Hein. Minimum. En fait, en général, toutes les semaines, il faut que j'aille voir toutes mes équipes et le contact humain est super important. Donc, en gros, très régulièrement, j'ai la France. Du moins, la France, j'ai Paris, Lille, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, La Haye, Luxembourg, Casablanca. Je vais en Italie aussi. Et puis ensuite, on a des projets dans quasiment tous les pays. En ce moment, on a des projets en Arabie Saoudite, on a des projets en Égypte, on a des projets aux États-Unis. Donc, du coup, je voyage tout le temps. Et d'ailleurs, je voyage depuis 25-30 ans, je voyage tout le temps. Et c'est un rythme que j'ai. Et au final, j'ai même du mal à rester en place dans une seule ville. La semaine dernière, j'ai fait 1 semaine à Paris. Ça ne m'était pas arrivé depuis au moins 7 ans ou 8 ans, voire même plus, de faire 1 semaine dans une même ville. Ça ne m'arrive pas. Donc, au final, vraiment, mon sujet, ce n'est pas l'argent. Et pour reprendre ton point, ta question, c'est quoi réussir ? Pour moi, c'est le dépassement de soi. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Pourquoi je décide maintenant, à bientôt 48 ans, de me mettre sur les réseaux ? Alors que il y a encore 1 semaine, j'avais une seule photo sur mon Insta. Et la seule photo, c'était ma photo de profil, avec peut-être 50 ou 100 abonnés, hein, ma famille et mes amis proches, et quelques personnes du boulot. C'est juste parce que depuis 25 ans, je suis en général pionnier sur tous les sujets. Okay. J'ai été pionnier sur Internet. Lorsque tout le monde était encore au fax ou au Minitel, moi déjà, j'ai créé ma première boîte sur Internet. J'ai été pionnier sur la partie mobile. Il faut savoir que lorsque Steve Jobs a commencé à parler justement et à dire que le téléphone n'allait pas uniquement servir à téléphoner, je crois que c'était en 2004 ou 2007, qui parlait de l'iPhone. Moi, il faut savoir qu'en 1999, déjà, je parlais d'Internet mobile et de mobile banking et de mobile business. Sérieux ? La preuve, en 99, il y avait quelque chose qui s'appelait le WAP Forum à Miami,
là où j'ai rencontré pour le coup mon meilleur ami à l'époque, qui lui avait développé une activité déjà de ce qu'on appelle de mobile intelligence, déjà qui s'appelait Webi. Et donc moi, à cette conférence-là, j'avais parlé justement du futur du mobile. Le WAP Forum, c'était l'ancêtre de Edge. Comme vous savez, maintenant on a 5G, 4G, 3G, 2G, et avant c'était Edge. Et souvent vous avez le petit E sur le téléphone, ça veut dire que c'est un réseau limité. Avant le Edge, il y avait le WAP. Le WAP, du coup, et moi, j'ai commencé à vendre des sites mobiles sur le WAP bien avant que les protocoles du WAP soient créés. Donc, ça veut dire que déjà en 99 et début 2000, déjà, je vendais des futurs sites mobiles. Donc, j'ai toujours été en avance. L'intelligence artificielle, il y a 10 ans, j'ai créé ma première société, quasiment 9-10 ans, Angus AI, qui était de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai toujours été en avance. Là, aujourd'hui, justement, sur les réseaux, je n'ai pas pris cette vague parce que j'étais sur l'agile, sur l'intelligence artificielle, sur d'autres choses. Et même si j'ai créé via du gros hacking, etc., moi, personnellement, je me suis toujours dit vivons heureux, vivons cachés. Et je n'étais pas dans ce game-là. Et il y a quelques mois, on s'est vu à Chypre, où je suis intervenu à l'Ultra en tant que speaker. Et j'ai vu un game pour moi dans lequel je n'étais pas. Et je me suis dit, franchement, je les vois, ils sont super sympas et tout, je vois le jeu, et j'ai envie d'être dans le jeu, j'ai envie de m'essayer et de voir si ça peut marcher. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me suis dit, je veux rentrer sur le ring. Je vois qu'il y en a beaucoup qui le font. Et je veux me challenger en fait. C'est comme si j'étais un boxeur qui a 50 ou 55 balais, qui a raccroché les gants il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans et qui veut se relancer en mode je veux voir si je peux être encore le meilleur. Voilà. Alors que techniquement, aujourd'hui, je veux dire, la réussite professionnelle que tu as, ça fait partie vraiment d'une très minorité de personnes. Tu n'as plus besoin de travailler. Si tu voulais arrêter de travailler, tu pourrais, pour même des générations après. Et là, ici, ce qui est fou, c'est que tu te dis non, moi, les gars, j'arrête pas. Je remets les gants. Genre, tu veux pas t'arrêter en fait. Je vais pas m'arrêter. Okay. En fait, je vais pas m'arrêter. Et en général, ce que je dis, c'est que au moment où je me dis que je dois m'arrêter, que les autres me disent que je dois m'arrêter, c'est là que je veux accélérer. Ok. En fait, là, c'est le moment où vraiment. Franchement, tu as le parfait moment pour arrêter. Hein. Voilà. Ah oui, sans problème. mais si j'arrête, je meurs. Ouais, c'est vrai. En fait, il y en a qui vivent peut-être très bien le fait de prendre leur retraite. J'entends régulièrement des gens qui disent ah ouais, moi à 30 ans, je veux être rentier, je veux prendre ma retraite à 40 ans, à 50 ans. Et c'est très bien, et chacun a son modèle. Moi, c'est juste que mon modèle, c'est pas l'argent. D'ailleurs, c'est bien parce qu'en face de moi, je vois Ultra Cash. Mais moi, en fait, c'est vraiment mon driver, c'est pas le cash, c'est la partie ultra. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fait de me challenger. Et le cash n'est qu'un élément. C'est comme lors du dernier podcast, je vous parlais du froid qui est un élément. Eh ben, le cash, c'est un élément qui est nécessaire aussi pour, au-delà de ce qu'on en fait, pour marquer un peu des repères. Oui. C'est-à-dire, OK, là, par exemple, la vente de ma dernière société, c'était un moyen de me montrer que j'ai eu raison sur le marché avant les autres. La méthode agile, il y a 11 ans, 12 ans, tout le monde me prenait pour un fou lorsque j'ai lancé cette société. Tout le monde me disait JC, ça ne marchera pas. Toutes les boîtes déjà utilisent leur propre méthode. T'es fou, c'est bon, ça va marcher sur 1 ou 2 projets, mais c'est sûr que tu te trompes. C'est pas parce que tu as réussi à l'époque sur Internet, que tu as été visionnaire ou sur la partie mobile, que demain. Je lui dis oui, je sais, mais je veux me tester. Et il se trouve que ça a marché et la vente m'a permis de me dire ok, je suis parvenu à réussir ce projet-là et ça a été matérialisé par l'une des sociétés les plus innovantes de la planète qui a voulu nous racheter et qui veut d'ailleurs continuer avec nous. Ouais. Et pour moi, c'est même pas un rachat, c'est l'intégration dans un nouvel écosystème d'innovation mondiale. Une société qui travaille dont les principaux clients et partenaires sont juste Amazon, Microsoft et Google. Ouais. Donc vraiment, et Salesforce. Donc vraiment, l'idée, c'était de me dire, je suis capable d'être attractif pour les sociétés les plus innovantes de la planète. Et je l'ai été. Et le fait qu'ils soient intéressés par nous, ce n'était pas les seuls. C'était un moyen de me montrer, de me dire, j'ai eu raison là-dessus. Donc vraiment, le challenge pour moi, c'est de me dire, je veux continuer d'avancer. Je ne veux pas passer à côté d'une vague. Et les vagues, non seulement je veux être sur la vague, mais idéalement, je veux arriver avant la vague. Et si je suis dessus,
mon objectif, c'est de me dire c'est quoi la prochaine et comment je vais arriver aussi à faire différent des autres. Ok. On reviendra du coup sur la partie revente d'entreprise, sur l'actuel en fait. Mais là, du coup, on s'est éloigné de 30 ans. 30 ans. Adneum, je crée cette société en 2004. Okay. En 2004, du moins c'était fin 2003, début de 2004, j'ai 28 ans. Ok. Donc, tu as 28 ans et là, tu es broke. J'ai 28 ans et là, je suis redevenu, c'est ça, break-even. Ok. Ah, tu es break-even, donc tu n'as plus de dette. J'ai plus de dette. Okay. J'ai mis de 2001, de fin 2001, où justement l'épisode SDF, jusqu'à fin 2003, j'ai mis 24 mois pour passer de SDF, beaucoup de dettes, à ça y est, je suis flat. Okay. C'est même pas je gagne à nouveau de l'argent, c'est flat. Et ce qui a amusé beaucoup de gens, c'est que tout le monde pensait que j'allais engranger de l'argent pour créer ma boîte. Et moi, mon objectif, c'était passer du rouge au vert. Dès que je repassais à zéro, c'était le moment de me relancer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 2 ans. J'ai été commercial dans une société de services informatiques. Voilà, donc entre 2001, fin 2001 et fin 2003. C'était comment la vie d'employé ? C'était dur, non ? Parce que en fait, c'est dingue. Parce que tu gagnes combien en tant que commercial ? Alors, commercial, le salaire, à l'époque, je suis arrivé, on était encore en français. Ok. Et c'était 10 000 francs, donc 1 500 euros, 1 600 euros. Mais en réalité, il proposait un salaire à 2 800 euros par mois. Et il proposait un variable qui pouvait me monter à... qui pouvait me faire doubler par mois. Ok. Mais tu passes quand même... J'ai refusé le fixe et j'ai dit, moi, je veux le SMIC. Le SMIC, en France, c'est le minimum légal. Et ils m'ont dit, mais on ne nous a jamais demandé ça, un salaire plus bas. Pourquoi tu nous demandes un salaire plus bas ? Ça n'existe pas. Et j'ai dit, moi, je veux un salaire, moi, je veux le minimum. Et si vous pouviez, j'aimerais avoir 0. Il me dit, c'est pas possible, c'est interdit. J'ai dit, ok, je veux le salaire minimum en France. C'était une société française de conseil qui s'appelle Alten, qui aujourd'hui, à l'époque, c'était 2000 personnes. Oui. Oh. À l'époque, c'était 2000 personnes. Aujourd'hui, c'est 60 ou 65 000 employés dans le conseil informatique. Et du moins, dans le conseil à l'époque en ingénierie est devenu depuis ingénierie informatique. Okay. Et donc, lorsque je suis arrivé sur l'entretien et qu'on m'a fait la proposition d'embauche, j'ai dit je refuse ce contrat parce que j'ai trop de fixes et pas assez de variables. Et je veux être dépendant que de ma partie. Et ils m'ont dit mais pourquoi ? Et j'ai dit moi je veux. Ils m'ont dit on va te donner un périmètre, tu vas hériter des autres. J'ai dit moi je veux hériter de personne. Ils m'ont dit, mais tous les périmètres sont déjà couverts commercialement. Et tu vas travailler sur des clients existants et tu vas faire du business. J'ai dit, non. Moi, je veux travailler que sur des nouveaux clients. Je veux le fixe le plus bas que vous puissiez faire. Mais par contre, je veux un variable non plafonné. Et sur le variable non plafonné, je le veux sur le chiffre d'affaires. Eux, ils faisaient la marge. J'ai dit, alors, vous faites un mix de chiffre d'affaires et de marge. Et d'ailleurs, je ne veux pas de plafond. Voilà. Ils m'ont dit, ça ne nous est jamais arrivé que quelqu'un nous demande ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais être le premier. Sur un domaine que je connaissais pas trop. Okay. Et du coup, je suis arrivé. Au début, j'avais postulé pour une annonce, c'était directeur opérationnel. Mais vu que je n'avais que 25 ans, ils m'ont dit, c'est très bien, mais ça, tu vas l'avoir plus tard. Donc, le fameux directeur opérationnel, c'est ce qu'ils appellent ingénieur d'affaires, c'est commercial, sales. Et du coup, je suis arrivé. Le premier mois, c'était très dur. Comme donne des ordres. C'était très dur. Parce qu'il faut recontextualiser. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, d'ailleurs, je vous invite à le regarder. JC, à 24 ans, gagne $1 million fixe variable, plus ou moins, par an. Et là, tu passes du coup à un fixe de 1000 par mois. Ouais. Donc, tu passes de 120 à 1004, c'est ça. À 1004. Tu divises par 100 tes revenus, quoi. Ouais. C'est lunaire. Mentalement, t'es comment, en fait ? Par 1000. À ce moment-là, ouais, où t'es. Est-ce que tu dis, j'ai vraiment raté ma vie, là c'est fini, j'ai loupé l'opportunité de ma vie et là je suis cuit, ou est-ce que tu te dis je vais me refaire ? Non, là le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous l'entendez sans doute sur Insta, partout, on dit fail fast, c'est pas grave de tomber, on se relève. À l'époque, c'est pas ça. Ah ouais, à l'époque, c'était fini. T'es un loser. Donc même les autres commerciaux que j'ai à côté, lorsque le premier jour j'arrive et qu'on me demande de me présenter, je baisse un peu les yeux, quoi, parce que pour tout le monde, je fais partie de la génération de ces start-upers qui se sont pris pour des rois et qui sont devenus des merdes, en fait, parce qu'ils ont échoué. Il y a des gens, donc là, tu es en France, et des gens en France connaissent ton histoire des États-Unis ? Je la raconte un petit peu, et puis
il y avait quelques magazines qui parlaient de moi à ce moment-là. Ok. C'est vrai qu'on parlait beaucoup aux États-Unis, ça passait pas forcément la frontière, mais en France quand même, j'avais quand même un petit nom où on parlait quand même un peu de moi, etc. Et c'est vrai que de bouche à oreille, ça c'est le commercial qui était à Wall Street, etc., etc., qui a revendu sa boîte, la boîte a fait faillite, etc. Donc c'était, pour tout le monde, c'était tous les entretiens d'embauche que j'ai fait à l'époque chez BCG, chez McKinsey, chez Accenture et dans toutes les sociétés que j'ai vues et beaucoup de sociétés de services informatiques. Clairement, les gens que je rencontrais en entretien, ils me défonçaient, quoi. C'était, j'ai échoué. Il n'y avait pas aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs, ils échouent, ils arrivent à l'entretien, ils ont la conf, ils se disent ouais, moi je suis entrepreneur, j'ai été entrepreneur, ça n'a pas marché, je vais me relancer. À l'époque, non, mais t'as échoué, quoi. T'étais mort dans le film. T'as échoué, quoi. Donc j'ai échoué, donc j'étais le mec qui avait échoué. Et donc mentalement, C'était dur, mais tu gardes ton truc à l'intérieur. mais de je toi, quoi. garde en me disant je vais me relancer, Ok. les autres ils comprennent rien. Ok. C'est pas grave. J'ai fauté, même si il y a eu la crise des dot-com qui était une crise financière mondiale, même s'il y a eu la crise avec les attentats du 11 septembre, je me dis j'ai quand même dû fauter malgré tout. Il n'y a pas que ça parce qu'il y a des sociétés qui ont résisté. Soit j'ai mal choisi ma société, soit j'ai fait des erreurs. C'est pas grave. Là, je vais apprendre. Et je m'étais fixé entre 2 et 3 ans pour me refaire et pour me relancer. Ok. Et je m'étais dit, je vais me relancer. Bon, là, pendant 1 mois, je vais faire du porte-à-porte pour vendre des services informatiques. Et là, par contre, pendant 1 mois, toutes les portes se ferment. Ok. Donc, je vis quand même 5 semaines qui sont un peu dures, où j'entends autour de moi les proches, les amis, j'entends... le mec, ça y est, il a eu la grosse tête, maintenant c'est dégonflé, maintenant il faut qu'il revienne à la réalité terrain, et c'est dur. Et pendant 5 semaines, j'arrive pas à avancer, c'est dur, je me réveille, voilà, j'arrive pas à dormir non plus beaucoup, mais je me dis c'est pas grave, à un moment je vais encaisser. Ma génération, c'était quand même aussi l'histoire Rocky Balboa. Le matin, dans la voiture, je me mets Rocky. Aujourd'hui, on l'entend régulièrement, mais à l'époque, les gens, à l'époque, c'était rare. Donc, j'avais mes CD dans la voiture, je me mettais Rocky, je me chauffais, j'allais courir 20 minutes le matin, en me disant, allez, ça va le faire, je vais sortir la tête de l'eau. Parce que là, j'ai pas d'argent quand même, hein. Donc j'ai pas d'argent à la fin du mois, etc. Donc bon, mais c'est pas grave. Et tout le monde me dit, t'es fou d'avoir négocié un salaire aussi bas. Mais je dis, mais c'est pas grave. 1 mois, 5 semaines dures, et puis là, je fais tomber le premier contrat. Donc là, je me dis peut-être que ça y est. Une lueur d'espoir. Voilà, une lueur d'espoir. Lorsqu'on est dans le tunnel, et ça c'est pour tout le monde, dites-vous qu'il y a toujours la lumière à la fin. Toujours, toujours, toujours. Si on travaille, si on ne lâche pas, si on est discipliné, déterminé, on a beau travailler, dites-vous, ça fait 30 ans que j'ai des hauts, des bas, et la lumière, elle est toujours venue. Parfois, le tunnel peut être plus long que d'autres, mais la lumière, elle est toujours là. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. La pluie s'arrête à un moment. Ben, c'est pareil. Même si c'est dur, vraiment, et ça, je le dis à tout le monde, même si c'est dur, effectivement, à la sortie, on y arrive. Et donc, ça a pris 5 semaines dures. Et après, j'ai enclenché le premier contrat, le deuxième contrat, le troisième, le cinquième, le Ça a été huitième. quoi le truc qui a fait que ça a changé? Comment ça se fait que tu as vendu? Le travail. Ok. Le travail pendant 5 semaines. Le matin, j'arrivais le premier. Donc, Ok. normalement, dans l'entreprise, tu es à Paris, tu arrives, les gens arrivent à 9h au travail, voire 9h30, et ils partent à 18h, 18h30 pour ceux qui bossent beaucoup. Moi, j'arrivais à 4h, 4h30. Attends, les bureaux étaient ouverts? Ben, j'ai demandé justement à avoir un badge. J'ai demandé un badge pour arriver le matin et pour badger et pour arriver. Et le matin, j'arrivais entre 4 et 5 max. Et le soir, je partais jamais avant minuit. Quand je faisais pas des nuits blanches. Ça a duré quasiment 2 ans. J'ai été le meilleur commercial de la boîte. Je suis passé de commercial, ingénieur d'affaires, à responsable d'agence, c'est comme ça qu'ils s'appellent, à directeur d'agence, à directeur. J'ai évolué dans la structure. En gros, du coup, au bout de 6 mois, j'ai gagné un montant qui était, on va dire, par rapport à mon fixe, j'ai gagné 10 fois, 20 fois, j'ai gagné à peu près entre 20 et 30 fois mon fixe en un semestre, mon fixe mensuel. Oh. Mais parce que j'avais négocié ça. Bon, après, ils sont revenus évidemment à quelque chose de normal. Ah, comme les autres. ils t'ont redescendu? C'est normal. J'aurais fait la même chose, c'est normal. Ouais, ça- Le variable évolue. Et puis surtout, je l'avais vraiment
tellement négocié à la baisse mon fixe et mon variable non plafonné. En général, les variables, ça se plafonne. Moi, je les avais pas j'avais demandé à ce que ce soit pas plafonné. Et comme j'étais sur des nouveaux territoires, c'était vraiment en mode porte-à-porte au début, hein, alors que malgré tout, il y avait les téléphones, etc. Et j'appelais toute la journée pour faire de la prospection. Vraiment, ce qu'on appelle le cold calling. J'appelais, je devais faire. Je me rappelle qu'il y avait eu on était venu me voir en me disant, après quelques semaines, je sais, il y a un problème parce que les appels étaient notés quelque part. Et là où les autres, par exemple, faisaient peut-être 200 appels par semaine, moi, je devais faire peut-être 1000 appels par jour. J'appelais toute la journée. Toute la journée. Je regardais les petites annonces, toutes les sociétés qui cherchaient à recruter. Je les appelais alors que je n'étais pas sur du recrutement, mais j'appelais pour voir tous ceux qui cherchaient. Je faisais le maximum jour et nuit. Jour et nuit, je cherchais des candidats pour recruter. T'appelais les gens genre, J'appelais les gens, tout le temps. Pas à 22h. Ça m'est arrivé d'appeler quelqu'un une fois, mais ça, c'était dans la boîte d'après, à 4h30 du matin, de tomber sur lui. Mais ça, c'est l'anecdote d'après. Incroyable. Mais j'appelais les gens, en tout cas, en général, entre 8h, 7h30, 8h et 20h30. Okay. Parce qu'il y en a toujours qui sont là avant les autres, après les autres en journée. Les clients sont en rendez-vous. Donc, le seul moment de les avoir vraiment, c'était entre 8h et 9h30. Et le soir, entre 18h et 20h. Mais quand même, en général, j'appelais toute la journée, même si c'était au bureau, j'appelais. Quand j'appelais pas, je prenais ma voiture ou je prenais mes petits pieds et j'allais, mes grands pieds, parce que je fais le 49. Tu fais du 49 ? Je fais du 49. Purée. Donc, c'est pas mes petits pieds, je prenais mes grands pieds, j'allais dans les entreprises et je faisais du porte-à-porte. Et sinon, j'étais au téléphone. Donc, vraiment, ça a duré un gros mois et demi. Après, ça a commencé à tomber. Après, j'ai continué pendant 2 ans, acharné. Évidemment, je bossais tout le temps. J'ai eu un moment un commercial qui est devenu mon associé. Le matin, je disais à mon équipe commerciale d'arriver le matin vers 4h30, 5h. Et j'étais là. Attends, là, tu n'avais même pas ta boîte. Tu disais aux gens boîte. de pas la Je disais aux commerciaux. Il y en a un, c'est pas pour rien que c'est devenu mon associé, qui s'appelle Yann. Il se reconnaîtra. Ah, c'est Yann ? Non, c'est pas lui, c'est un autre. Ah, ok. Et lui, le matin, je lui disais, tu viens à 4h30, 5h. Et tu verras, tu seras une bombe. Et c'est devenu une bombe. Et il a dû se dire, mais pourquoi il me fait ça, ce malade, quoi ? Mais il venait. Je me rappelle que quelques fois, d'ailleurs, il sortait, il venait direct. Oui, parce que derrière, moi, c'était pas une option. C'est-à-dire que je voulais être le meilleur et je voulais que mes commerciaux soient les meilleurs. Et du coup, mes commerciaux étaient les meilleurs aussi. Parce que pendant que les autres dormaient, se réveillaient, mes commerciaux étaient là. Et donc, ça veut dire que tout le monde arrive à 9h. Et donc, t'imagines, mes équipes qui arrivent à 4h, ceux qui arrivent à 9h, on a déjà 5 heures de travail derrière nous. Mais comment tu gères avec la boîte ? Comment c'est possible que... Genre, aujourd'hui, c'est plus possible. À l'époque où tu l'as fait, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible, si ? Peut-être, à part si c'est ta boîte, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, demain, je le referai. Si c'était pas ma boîte, demain... Mais genre, les gens venaient alors qu'ils n'étaient pas payés ? Mais après, tu réussis, après. Après, derrière, tu seras le meilleur. Si le matin, tu te lèves à 5 heures, pendant que les autres dorment, tu as gagné 5 heures dans ta journée. Tu as gagné entre 4 et 5 heures dans ta journée. Donc, que ce soit ta boîte ou pas, c'est pas le sujet, en fait. Si tu veux être le meilleur, il faut que tu arrives avant les autres. Si tu veux être le meilleur, il faut que tu partes après les autres. Si tu es patron, c'est obligé. Si tu es patron, parce que derrière, il faut que tu montres l'exemple. Mais si tu es un directeur, il faut aussi que tu montres l'exemple par rapport aux gens qui te suivent. À partir du moment où tu es un leader, et si tu n'es pas encore un leader, fais-le pour devenir un leader. C'est pas du jour au lendemain que derrière tu te dis « Oh, je vais devenir leader ». Mets-toi. Un jour, j'avais lu, même si aujourd'hui je ne partage absolument pas les idées de Donald Trump, à l'époque, il s'était pas mis en politique et on le prenait encore pour le gars le plus successful de la planète. Et j'avais lu un livre, mais vraiment, c'était au tout début, je devais avoir 17-18 ans, sur les principes de Donald Trump. Si tu veux, la prochaine fois, si je suis invité, je l'apporterai. J'ai vu la petite série Netflix aussi qu'elle a fait. Elle est pas mal. Hein. Mais à ce moment-là, on pensait que c'était un des hommes les plus successful. Et j'avais lu un livre sur lui. Et l'un des premiers principes, c'était « mets-toi dans le costume de ». Tu veux être un leader, mets-toi dans le costume de leader. Tu veux être un entrepreneur, mets-toi dans le costume de l'entrepreneur. Tu veux être un entrepreneur à succès, mets-toi dans le costume de l'entrepreneur à succès. Et le costume, c'est vrai. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. À l'époque, il fallait arriver en costume, cravate, etc. Achète-toi quelque chose qui ressemble à quelque chose. Fais comme si tu étais déjà. Et du coup, dans ton cerveau,
Tu l'es. Et du coup, c'est plus facile parce que tu te visualises comme si tu es déjà l'entrepreneur à succès. Mais c'est pareil pour un leader. Et moi, d'ailleurs, je n'ai jamais vu la différence entre je suis patron, je suis pas patron. Même si pendant 2 ans, à ce moment-là, et bien avant, je n'étais pas patron, c'est pas grave en fait. Parce que dans ma tête, en fait, être patron, c'est pas le fait d'avoir sa boîte. Être patron, c'est dans la tête. Sache que je fais exprès de t'amener dans ces endroits-là. Comme tu le sais, la dernière fois, on s'est parlé il y a 2 jours à 2h26 du matin. Puis après, aujourd'hui, je t'ai levé aussi à 4h15. Mais c'est intéressant de me mettre dans la peau des auditeurs et de se dire, parce que les gens doivent se dire, mais pourquoi, tu vois? Parce que les gens, en fait, si tu veux, là où moi, par exemple, quand j'étais cuisinier, je faisais aussi plus que mon boulot. Ils se disent, mais pourquoi en fait je vais faire plus que mon boulot? Parce que la majorité des gens réfléchissent assez court terme et ne voient pas que sur le long terme, c'est tout ce qu'ils vont apprendre, tout ce qu'ils vont pouvoir du coup faire dans leur future boîte ou même tout ce qu'ils vont prendre comme compétences et qui va pouvoir leur développer de manière plus forte économiquement, quoi. C'est très bien que tu m'emmènes sur ce sujet parce que j'entends de plus en plus de personnes qui ne voient que le côté je veux être entrepreneur. Mais en fait, déjà, il n'y a pas que ça. Et s'il n'y avait pas les salariés, il n'y aurait pas d'entrepreneurs. Ce serait que des indépendants. Je suis hyper content que tu abordes ce sujet et je rebondis là-dessus parce que j'ai aussi beaucoup de salariés et je suis content en fait que toi, je sais que tu sais les valoriser. D'ailleurs, je vais apprendre de toi pour continuer à valoriser les gens. Tu as une armée de soldats, mais de soldats. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer à quel point les gens sont du coup tes soldats, quoi. Et genre, vous êtes ensemble, mais vous êtes ensemble et sur une horizontale, On pas est au même une niveau verticale. en fait. On est au Ouais. même niveau. Déjà, pour moi, de base, déjà, mes équipes, je les aime. Mais vraiment. C'est pas pour faire semblant, vraiment. Et c'est sincère. Sinon, je leur dis, ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Voilà, s'il n'y a pas ce sentiment. Donc moi, c'est vrai que, et ça a toujours été le cas, mais depuis cette dernière boîte, depuis 11 ans avec Humanity, j'adore les gens avec lesquels je travaille. On va pas parler de Humanity, on va repasser sur Adneum. Adneum. Adneum, tu avais combien de personnes? Adneum, on est parti de zéro en 2004 Ouais. et on a fini on devait être à peu près entre 800 et 1000, 8 ans plus tard, en 2012. Et aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 2000 personnes, aujourd'hui, ou 2500 personnes. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une machine de guerre. Les personnes qui ont repris après moi, qui étaient déjà là lorsque j'étais là, ont fait du super boulot, ils ont continué. Et aujourd'hui, c'est devenu, je ne sais même pas combien, hein, quand je dis 2500 personnes, c'est peut-être même plus. À mon avis, même, il frôle les 3000. C'est vraiment une super belle boîte. Et quand on a laissé, à peu près, quand je suis parti, on devait être à peu près, je pense, au niveau groupe, entre plus ou moins 800 et 1000 personnes à peu près. C'est tellement, tellement impressionnant. Tu En dis 8 ça ans. comme ça tu dis ça avec de la légèreté et tout. Et tu sais, le plus beau, moi, quand j'entends ça, c'est déjà le nombre d'emplois que tu as créé, parce que tu es fondateur de ça. Et surtout que là, la boîte a été fondée en 2004, on est quasiment 20 ans plus tard, la boîte existe toujours, elle est prospère. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas pris ton cash et laissé une pomme pourrie. Non. Tu as créé un vrai beau projet qui ressemble à toi, à tes valeurs. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce que t'en parles comme ça, alors que, genre, ouais, je fais cette boîte-là, si jamais, quand je suis parti, il y avait 1000 personnes, maintenant il y en a peut-être 3000. Mais c'est un truc de malade mental, en fait. Et du coup, on va revenir dessus. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de te ramener en arrière parce que je sais qu'à l'actuel est incroyable. Mais je veux qu'on revienne à la le passé genèse, qui est pourquoi. extraordinaire aussi. Comment ça s'est fait. Donc, c'est vrai que pour revenir sur l'élément quand même d'employé, parce que j'étais employé, et en fait, ce que j'ai fait comme employé, en tant qu'employé, c'est ni plus ni moins que ce que je fais encore aujourd'hui. Mes résultats, qu'est-ce qui s'est passé si on réfléchit? En tant qu'employé, je travaillais de 4 heures, à peu près 4h30 jusqu'à minuit, tous les jours. Résultat, le deuxième qui arrivait dans l'entreprise, c'était qui voyait la lumière allumée? C'était Simon Azoulay, le PDG. Et du coup, il arrivait, il me voyait. Et quand il partait le soir, il voyait qui toujours à la fin? Qui partait après lui? Moi. Et du coup, lorsqu'il y a une entreprise de 2000 ou 3000 personnes à l'époque, Alten, moi je suis qu'un commercial, qu'un petit commercial. Mais un commercial qui a quand même tapé dans l'œil du PDG. Parce qu'il me voit tous les jours arriver avant et partir après lui. Et après tout le monde. Et du coup, il voit que mes résultats sont les meilleurs résultats de la boîte. J'ai les meilleurs résultats de tout le groupe. Il y a peut-être 2, 3, 400 commerciaux, c'est moi qui ai les meilleurs résultats. Mais c'est normal, je ne suis pas quelqu'un de talentueux. Je suis quelqu'un qui travaille.
Voilà, il n'y a rien de plus. Juste, je travaille beaucoup. Pendant que les autres peut-être font 7 heures par jour, peut-être 8 heures, ben moi j'ai fait le double, j'ai fait 18, 19, 20 heures. J'arrive à 4h30, je rentre, il est 11h30, minuit. Souvent, il y avait l'alarme et tout. J'ai fait en sorte que, justement, l'alarme ne sonne pas quand je suis là le soir, etc. Bref, c'était des trucs qui étaient compliqués parce que l'alarme, elle sonnait s'il y avait des gens. Mais moi, j'étais là à d'autres heures qui n'étaient pas normales. J'ai juste beaucoup travaillé. Et le fait d'avoir beaucoup travaillé, et le week-end, je réfléchissais parce que le week-end, à l'époque, on ne pouvait pas trop travailler parce que les ordinateurs étaient des ordinateurs fixes. On n'avait pas encore Internet sur le téléphone. Les emails qu'on envoyait, on ne les envoyait que de l'ordinateur. Donc moi, le week-end, je réfléchissais au futur business que j'allais développer. Et donc, j'avais des cahiers de business, de business case, de business plan, en me disant, le jour où, au moins, je finis cette aventure, je dois avoir 10 ans de business plan, que je me faisais de ça, en me disant, on verra ce que je vais faire. Et puis, je réfléchissais aussi comment avoir des nouveaux clients, je préparais ma semaine, etc. Voilà. Mais en tout cas, je travaillais tout le temps. Tu sortais un peu à l'époque? Parce que je sais que tu aimes Ah bien non, aussi, là, du non. coup, t'es DJ. Oui, On mais en là, parlera non. une autre fois. Ah là, non. Il Là, n'y a pas de blague là. là, j'ai échoué. Là, c'est terminé. Là, il n'y a plus de sortie. Ah, ok. Je ne sors quasi plus. Je ne vois plus mes amis, d'ailleurs, de sortie pendant quasiment 2 ans, 4 ans, pendant 6 ans quasiment. Si je suis sorti 6 fois, 10 fois, c'est le maximum en fait. À ce moment-là, je ne sors pas. Je vais mixer, peut-être si je mixe une fois ou 2 fois, c'est le bout du monde en fait. Là, je ne m'amuse pas. Là, je réussis. Là, c'est je réussis ou je réussis. Là, il n'y a pas d'histoire là de ah ouais, tu t'amuses. Il n'y a pas d'amusement à ce moment-là. Je me suis planté avant. Là, je ne me plante pas. Je ne sors pas. Mes amis de sortie, je ne les vois pas du tout. Voilà, je vois mes amis. Je ne vois même pas mes amis. J'en vois très peu. Très, très peu à ce moment-là. Je me coupe de tout le monde, sauf évidemment. T'es marié, pas marié? À ce moment-là, je me marie à ce moment-là. Je fais un enfant, je fais 2 enfants, je fais 3 enfants. Et en fait, j'ai juste mon travail. En même temps qu'Adneum ou en En même même temps temps que ton qu'Adneum. travail? Ok. En même temps qu'Adneum. Mais derrière, Entreprendre avec des enfants, c'est compliqué? c'est très compliqué. C'est très compliqué. À ce moment-là, avec mon ex-femme, on fait le choix de dire, moi je dis je veux des enfants plus tard. Elle me dit je les veux maintenant. Je lui dis d'accord. Et tu t'en occupes? Mais par contre, tu t'en occupes, un. Et deux, on va en chier. Ça veut dire que derrière, il n'y aura pas d'argent. Elle décide de se marier à ce moment-là. Je lui dis OK, mais comme je veux pas que ce soit effectivement derrière nos parents qui payent, ils sont pas non plus, ils sont pas milliardaires non plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc je dis, et puis moi derrière en tant qu'homme, je veux payer mon mariage, voilà, mais je dis il y a pas d'argent. Donc du coup, on fait un mariage qui coûte entre nous et nos parents, qui nous coûte à l'époque, c'était si on met aujourd'hui, les gens vont me prendre pour un fou, mais on était 150 et ça nous coûte plus ou moins l'équivalent aujourd'hui de 3500 euros. Bah, tu sais que moi, mon mariage, on était. Mais du coup, c'est pas la même époque. Du coup, c'était 2005, 2006 C'était en 2004 que je me suis marié. 2004. Moi, on se marie du coup. Non, pardon, en 2007. 2007. Moi, on se marie en 2020, pendant le Covid. On était genre 20. Et notre mariage nous a coûté genre 7 ou 8 000 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment rien, quoi. Ouais. Et je pense que c'est les meilleurs mariages. Je pense aussi, il y avait une super ambiance, etc. Non, pardon. Le mariage était en 2004. Ok. Et du coup, après, c'est mes enfants que j'ai eu en 2005, 2007 et 2009. Okay. Et justement, c'était un super mariage, une super ambiance, mais ça n'a pas coûté beaucoup d'argent. Je venais de démarrer la société. Donc j'entreprenais et du coup, je lui ai dit, il n'y a pas le choix en fait. Moi, je lui ai dit pareil. Je lui ai dit, en fait, c'est vraiment focalisé. Et donc, je me suis focalisé pendant toutes ces années. C'était que travail. Et il n'y avait pas de temps pour autre chose que le travail, mes enfants, ma famille. C'était que ça en fait, il n'y avait rien d'autre. Et je ne prenais pas de vacances. Je n'ai pas pris de vacances. Pour ceux qui prennent des vacances, déjà mon voyage de noces, il a duré 3 jours et j'étais en prospection au téléphone. Il y avait des vidéos, il y a mon ex-femme qui me prenait en vidéo, j'étais en train de prospecter au téléphone. Lorsque je me suis marié, juste avant de rentrer dans la mairie, j'étais en prospection avec des clients et avec des candidats. 3 jours, t'es parti où? 3 jours, j'étais c'était pas en Serbie, c'était juste à côté, c'était en Croatie. Okay. J'étais en Croatie pendant 3 jours. Et 3 jours, j'étais au téléphone, j'étais en prospection de mes clients. Et ensuite, je n'ai pas pris de vacances pendant 4 ans, pas un jour. Tu sais que véridique, mon voyage de noces a duré 3 jours aussi. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus. Et pour la petite anecdote,
C'est pas une question de 5, 10, 15, 20 ou 30 ou 50 000 euros parce qu'on est des gens qui trouvons l'argent. C'est juste le fait que c'est pas le focus du moment et que le focus est au travail. Et que je pense que les gens, ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, oui, l'argent, on aurait pu le trouver. C'est pas un souci. On trouve des sous pour créer nos boîtes, pour faire des emplois, etc. Mais concentrez-vous là actuellement sur construire votre vie plutôt que de montrer, partir dans le show-off. Et c'est C'est ridicule. ça. En fait, c'est le focus. Et pour Mhm. moi, vraiment, ce qui a fait en sorte que j'y sois arrivé à l'époque, parce que je suis quelqu'un qui aime bien diversifier, faire plein de choses, c'était le focus. D'ailleurs, je reviendrai plus tard, mais quand j'ai créé Womanity, j'ai vendu toutes mes participations Wow. pour me focaliser que sur Womanity. Et Adneum, je me suis dit, je ne fais qu'Adneum et je vais réussir. Je n'ai pas pris de vacances. Et du coup, c'est sûr que si tu ne prends pas de vacances, tes associés qui veulent en prendre, ils hésitent aussi 2 fois à te dire on part en vacances. C'est Tes vrai que employés, ils vont pas venir, ils vont prendre des vacances. Mais ça va pas être le sujet. Mhm. S'ils viennent une fois, ils te disent OK, je pars à ce moment-là, etc. Mais c'est pas le sujet. Il faut savoir qu'à l'époque, mes équipes travaillaient véridique entre 8h et 20h. Arrivé à 8h pile, je fermais la porte. Personne n'arrivait après 8h. Et le soir, je fermais la porte vers 16-17h et les gens ne partaient pas avant 20h. Mes associés, c'était 7h. Moi, c'était entre 4 et 5, plutôt 4h, 4h30. Mes associés, c'était 7h. Et tout le reste des équipes, c'était avant 8h. Et ceux qui venaient à 8h01, même les meilleurs, je fermais la porte. Ils prenaient leur journée. Je rigolais pas en fait. Ceux qui n'étaient pas là-dedans, ils n'étaient pas là-dedans. Par contre, ils gagnaient bien leur vie. Tout le monde avait des super variables. Des fixes pas très élevés, voire même très bas, mais des super variables. Et en fait, vraiment, le focus, c'était on réussit. Mais du coup, vous allez tous devenir, on va tous devenir des machines si ça marche. Et on sera tous successful. Donc vraiment, le sujet, c'était on réussit ensemble. Et vraiment, de 2004 à 2008, on était vraiment focus. On a quand même fait de 0 à 400 employés, en partant vraiment de 0, ou 300, 80, 90, quelque chose comme ça. Vraiment en partant de 0, une société profitable, avec très peu d'argent. Mais par contre, on était tous focus. On avait des équipes qui étaient superbes, vraiment de super commerciaux, mes associés, les équipes recrutement, vraiment. On avait de super ingénieurs, tous d'ailleurs après ont bien réussi. Il y en a plein qui sont devenus entrepreneurs, qui ont réussi entrepreneurs, qui ont vraiment de super équipes, vraiment. Mais tout le monde était focus. Et le principe, c'était on réussit ensemble. Donc vraiment, tu parlais tout à l'heure de soldats, vraiment, on était vraiment une équipe hyper soudée. Et c'est vrai qu'on finissait le soir vers 20h, 21h, 22h, on allait manger des pizzas, après on revenait, etc. Mais c'était en mode, on travaille, on réussit. Réussir, pour moi et pour tout le monde, n'était pas une option. S'il y en avait qui n'étaient pas là-dedans, c'était pas grave. On arrêtait, voilà, chacun, et après chacun, s'ils étaient en mode, ouais, on veut profiter de notre vie et tout, vous profitez de votre vie, mais ailleurs. Chez nous, on réussit et vous serez les meilleurs. Et je recrutais les meilleurs. Je recrutais que les gens, je recrutais un type de profil. Des profils qui me ressemblaient et qui étaient des gros bosseurs. Et tous ceux qui croyaient dans le travail. Ceux qui croyaient dans autre chose, sur leur talent, ceux qui croyaient sur le fait de dire équilibre, vie privée, vie pro, il n'y a aucun problème. Moi, c'était vie pro. Et tout le monde était là-dedans. Et d'ailleurs, tout le monde a bien réussi après. Ouais. Que ce soit Et- mes associés qui se sont enrichis aussi, que ce soit mes meilleurs sales aussi, qui ont super bien réussi, et même plein d'autres aussi qui sont de cette génération-là et qui ont tous hyper bien réussi. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as rendu, je pense que oui, mais je suis pas sûr, tu as rendu plus de 10 personnes millionnaires? Ah ouais, beaucoup plus même. Ouais, il me semble bien. Ah, Ah bien ouais. sûr. On Bien parlera de l'actuel, mais c'est vrai que je me dis déjà sur le passé, c'est vrai qu'avec rien qu'avec cette boîte-là, déjà. Ah oui, bien sûr, j'en ai rendu bien plus d'une dizaine. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais par contre, tous ceux qui ont été millionnaires, il n'y en a pas un qui l'a volé. Ouais. Tous le méritent. Et comme je disais encore hier soir, il y avait quelqu'un de mes équipes à qui j'ai donné un super variable. Je ne pourrais pas dire de combien, mais un très très beau variable, qui lui m'a dit à un moment quelque chose en disant ça te fait pas chier de me donner un si beau variable? Et je lui ai dit mais moi j'adore payer mes équipes. J'adore surpayer mes équipes. Au plus je paye mes équipes, et en l'occurrence par exemple si on prend cette personne-là, il gagne bien plus que moi annuellement, beaucoup plus. Mais il le mérite. Il n'y a aucune personne de mes équipes qui ne mérite pas ce qu'il gagne. Donc tous ceux qui gagnent très bien leur vie, c'est génial pour eux, ils le méritent. C'est pas volé et j'adore les payer parce qu'il y a beaucoup, et ça j'ai toujours fait, beaucoup d'argent que je donne sur les variables. Et le variable, s'il est bien calculé, c'est au mérite. Et dans toutes les sociétés que j'ai créées, tous ceux qui ont évolué, ils ont évolué au mérite. Personne ne peut me regarder en me disant « JC, je n'ai pas évolué alors que j'ai mérité
mon évolution. Tous ceux qui ont évolué et tous ceux qui ont gagné de l'argent, ils l'ont mérité. Et donc, c'est génial si derrière, ils ont évolué, ils ont eu des bons postes et qu'ils ont gagné leur vie. Aujourd'hui, du coup, la plupart des sociétés, c'est du B2B, hein? Oui. Ok, souvent. Euh, Comment je vais prendre on va faire un petit exercice. Ça me fait rire parce qu'en même temps, moi j'ai zéro commercial par exemple dans Fresho. J'ai zéro commerciaux et j'en ai jamais eu parce que j'ai grandi en pub, en organique, etc. Tu penses que ça marche le variable pour le B2C? Par exemple sur des plats préparés avec des produits à très faible marge, Que tu donnerais à qui? à des commerciaux. Tu prends un commercial, tu Ah oui. payes 2-3 000 net et tu lui dis écoute, par package que tu vends parce que j'ai à peu près Oui. 70 euros de panier moyen. Bah, tu penses que ça marche de donner genre 5 euros à quelqu'un? Ah, moi, je dis le variable, tu incentives Les gens. les gens. Parce Un, que je vois sur des gros contrats B2B, je comprends un le. sales, c'est un entrepreneur. Ok. Et franchement, vraiment, pour moi, tout le monde peut être un entrepreneur dans son job. Tous les salariés sont des entrepreneurs ou ce qu'on appelle des intrapreneurs. Et c'est ça qui fait la différence. Et moi, tous les salariés que j'entends dire « Ah non, moi, je pars plus tôt. Ah non, moi, c'est pas ma boîte. » J'ai envie de leur mettre des gifles. Reprendre, Pour l'exemple de l'expression de Mathieu. pour reprendre l'expression de Mathieu, c'est vrai, c'est interdit en fait. Tu fonctionnes comme si tu étais un patron. Et au final, soit tu feras en sorte d'être fier de toi si tu as réussi. Tu feras en sorte qu'au-dessus, si tu as une hiérarchie, ils seront contents. Et même si ta hiérarchie, elle est pourrie, ça arrive parfois d'être dans des boîtes où ton patron, il est nul et ça, tu t'en fous en fait. Tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi et tu te mets dans la position. L'objectif, c'est quand même d'évoluer. C'est pas de rester sur sa position à un moment. Et peu importe l'entreprise, en évoluant, tu apprends. Donc franchement, le fait de se dire « Ah oui, c'est pas ma boîte, je ne comprends pas le concept. » Et moi, c'est vrai que dans Humanity, j'ai tout fait pour me dire « C'est pas ma boîte, mais c'est notre boîte. » Et faire en sorte que tout le monde soit impliqué sur l'entreprise. Quand on fait des événements, on le fait pas à 3, à 5, juste les patrons, les trucs. On le fait ensemble. Quand on part à 500, on part à 600. Ouais, tu fais des Tout ce événements, qu'on fait, on le fait ensemble. Et j'ai tout fait pour que chacun se sente engagé comme si c'était sa boîte. Mais il y a des boîtes où c'est pas le cas. Mais c'est pas grave en fait. Faites comme si c'était la vôtre. Mouillez le maillot. Moi, je comprends pas c'est comme sur un terrain de foot parce que je suis footeux. Les gens qui arrivent et qui vont dire, ou ceux qui vont courir et qui disent ouais, je vais faire une balade. Alors moi, si je vais courir, je vais tout donner dans mon run. Si je vais faire une séance de sport, je vais tout donner dans ma séance de sport. J'ai vu. Je vois pas je n'aime pas le principe de s'économiser. En fait, je n'aime pas les gens qui s'économisent. Je dis ah non, je vais pas trop faire. Ah non, je vais à la salle de sport, je fais une petite séance. Bon, on est fatigué, d'accord, de temps en temps, on peut faire une petite séance. Ça peut arriver. Pareil, dire ok, j'ai beaucoup couru toute la semaine. Là, je fais vraiment une petite balade tranquille. Mais sinon, pourquoi s'économiser? Pourquoi ne pas tout donner? On récupère le lendemain. Tu sais pourquoi les gens donnent pas tout? Parce que je crois qu'ils sont hypocrites envers eux-mêmes. Et tu sais, il y a toujours ces gens qui disent ouais, mais tu sais, là, j'étais pas au maximum. Hein, parce que si j'étais au maximum. Alors qu'en vrai, je pense qu'ils s'ils savaient eux-mêmes qu'ils étaient au maximum et qu'en fait, ils sont pas si performants que ça, bah, ils auraient honte d'eux-mêmes. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'économisent. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pars du principe que tout le monde peut être une bombe. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est dans la tête. Ça fait 20 ans que je donne des formations, du moins 16 ans, des formations qui s'appellent champion dans la tête. Et je pars du principe que tout le monde peut être un champion. Tout le monde. Mais par contre, il faut le vouloir. Tu serais chaud de nous en parler dans un prochain podcast? Avec grand plaisir. Ok, cool. Je vais noter ça. Champion dans la tête. Terrible. Du coup, on revient sur Adneum. Donc Adneum, donc les 4 années, Ouais. les 4 premières années, on fait quasiment du zéro. C'est quoi le produit? C'est quoi le produit pitch? En fait, vous commencez avec combien? En fait, Vous on êtes fait de qui l'intégration. En fait, on fait de l'intégration de logiciels financiers, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels financiers pour les salles de marché des grandes banques, que ce soit BNP, Société Générale, HSBC, donc les grandes banques qui existent ont des salles de marché. Et nous, pour ces salles de marché-là, eux ont des logiciels et nous, on va leur mettre à disposition des ingénieurs, grandes écoles, qui vont intégrer leur logiciel, c'est-à-dire qui vont paramétrer leur logiciel et qui vont faire en sorte que leur logiciel fonctionne bien et soit optimisé. Ok. Et également, toutes les banques ont des traders et nous, on leur fournit aussi des assistants traders qui vont les accompagner, qui vont optimiser leur chance de gagner plus. Et du coup, pourquoi moi ça m'intéresse? Pourquoi je trouve que le créneau est intéressant? Parce que moi, je vais vendre
on va dire, une prestation réalisée par un ingénieur qui peut-être sera facturé à mon client, disons peut-être 100 000 euros à l'année. Mais lui, si j'optimise au mieux ces logiciels, peut-être qu'il peut gagner sur l'année, non pas 100 000, mais des millions d'euros. Du coup, c'est qu'une question de retour sur investissement. Et quand mon client va me dire « Ah oui, mais là, 100 000 euros, c'est trop cher pour un ingénieur », moi, je vais lui dire « Mais tu sais quoi, si tu veux, on fait le point dans 6 mois. S'il te fait gagner, ou même dans 3 mois, s'il te fait gagner plus de 100 000 euros parce que c'est une tête, il va trouver à améliorer des algorithmes que personne d'autre ne va trouver, au final, si je te le fais. » Comment tu as l'idée de cette boîte? Parce que c'est quand même un truc de malade. À la base, tu es commercial, tu vends tes logiciels. Est-ce que tu vends des logiciels équivalents chez Alten ou... Chez Alten, je fais du... Comment dire, je fais du généraliste. C'est-à-dire que chez Alten, on va dire que je vends des prestations d'ingénieurs qui développent des logiciels pour des clients. Okay. Je le fais sur tous les secteurs d'activité. Je peux le faire pour la Poste, comme je peux le faire pour la Société Générale. Donc en banque, dans tous les domaines. Et moi, je m'aperçois à ce moment-là, je me dis... Il n'y a pas de société sur le marché, ou vraiment très peu et pas très connues, qui ne font qu'un marché. Il se trouve qu'à ce moment-là, les sociétés les plus exigeantes sont les salles de marché des banques. Tous veulent des super ingénieurs que personne ne peut leur trouver. Okay. Moi, je me dis... Comment tu sais ça? Parce que il se trouve que je me mets à travailler avec un de ses clients, pour le coup avec la Société Générale, okay. Et plus exactement la SGCIB, Société Générale Corporate Investment Banking, donc la salle de marché de la Société Générale, et eux me disent, moi je veux que des ingénieurs qui sont que des top guns, que des tueurs, et à côté qui me fassent gagner. Et du coup, je veux les meilleurs pour qu'ils me fassent gagner encore plus d'argent en développant et en paramétrant les logiciels. Et je vois que nous, chez Alten, on arrive à en trouver, mais peu. C'est pas facile. Et tout le monde se bat sur les meilleurs. Moi, je me dis, mais moi, ok, tout le monde se bat. Donc moi, je vais créer une société pour n'avoir que les meilleurs. Il faut juste que j'arrive à les attirer. Mais si j'arrive à attirer les meilleurs, ils ne viendront que chez moi. Je vais bien les payer. Je vais les former encore plus. Je vais créer une culture d'entreprise. Et du coup, tous les meilleurs voudront venir chez moi. Et donc, les clients voudront les meilleurs. Et donc, ils ne viendront que chez moi. Pour toi, construire une grosse boîte, ça passe par la culture d'entreprise, former les gens et bien les payer. Oui, et se dire, je vais aller prendre les meilleurs. Okay. La sélection. Mais où tu les trouves? Tu les débauches? D'abord, je vais les chercher dans les écoles, les meilleures écoles d'ingénieurs en France et à l'étranger. Okay. Donc, je vais recruter. Et puis, il y a toujours un effet important. Donc, mes 15-20 premiers, je vais les chercher où? Je vais les chercher à Paris, dans les écoles d'ingénieurs qu'on appelle groupe 1, c'est-à-dire Central Paris, Supélec. Je vais en chercher un au MIT. Je vais en chercher un à Cambridge Technology. Je vais chercher les meilleurs ingénieurs dans le top 10 des meilleures écoles d'ingénieurs du monde. Wow. Et tu vas directement dans l'école toi-même? Je vais dans les écoles, je cherche sur Internet, je vais monter les partenariats. Et du coup, si tu as quelqu'un de ces écoles, même si évidemment, je ne vais pas chercher le meilleur du MIT, il faut être réaliste. Je n'ai pas les moyens. Le meilleur du MIT va travailler à ce moment-là, même si on est qu'en 2004, il va travailler chez Google, il va travailler chez Microsoft. Mais le fait de me dire, je vais en trouver un. À l'époque, celui que je vais chercher, je me rappelle très bien, c'est quelqu'un qui est un tueur sur les bases de données Oracle. Je me rappelle très très bien. Et du coup, lui, je vais les chercher comme d'autres. Et ceux que je vais chercher me permettent d'avoir mon top 10, top 15. Donc, j'ai les meilleurs. Et du coup, les clients, je vais les voir en disant, regardez qui j'ai. Donc, les clients, ils ont les yeux qui sortent de la tête en disant, mais comment ce mec a fait pour aller chercher ses meilleurs ingénieurs? Moi, je leur dis, je vais vous monter des armées, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais des super ingénieurs. Et ces super ingénieurs vont du coup attirer mes clients. Donc mes clients qui ne voudraient pas travailler avec une startup se disent « Ok, on va travailler avec lui ». Et donc travaillent avec moi parce que je vais créer le teasing, mais un vrai teasing qui est vrai, c'est pas mytho. Et du coup, ils les prennent et ils travaillent avec eux. Donc moi, j'ouvre mes clients, que ce soit la Société Générale, la BNP, HSBC, tu les Crédit Agricole. Parce que tu travaillais déjà avec eux avec Alten ou tu as été toqué à leur porte? Non, je suis allé toquer. Juste un ou deux que je connaissais, juste un acheteur. Pas de bouche à oreille entre eux, ils t'ont pas fait des passes? Ah oui. D'abord, je connaissais un acheteur à la Société Générale qui, lui, m'a permis de m'attester. Okay. Il a vu que ce que je faisais était vrai. Là, il n'y a pas de bullshit à ce moment-là. Hein. Il n'y a pas de bullshit de you fake until you make it. Non, non, là, il y a juste you make it. Donc, je vais chercher les meilleurs ingénieurs. Je les propose à mes clients, des vrais clients dans le B2B, à des montants élevés. Mais je leur dis, c'est le prix des meilleurs. Du coup, ils travaillent avec moi. Je leur dis, s'il vous plaît,
je vais travailler avec vous, mais à côté, je démarre. Faites-moi travailler avec vos collègues d'autres sociétés, bouche à oreille. Moi, je vais en parler aux uns aux autres en disant je travaille avec eux, je travaille avec eux, je travaille avec eux. J'arrive à ouvrir ces clients-là. Après, quand je dis je, c'est nous. C'est-à-dire que c'est moi, ce sont mes associés et ce sont mes premiers commerciaux qui sont de super sales et qui justement me permettent de réussir. La réalité, c'est ça. Quand je dis je, c'est toujours nous et c'est encore aujourd'hui le cas. En fait, c'est vraiment, moi j'ai toujours eu des équipes proches et mes équipes souvent, pour dire vrai, sont bien meilleures que moi sur leur métier. Bien meilleures que moi. Donc Adneum, moi 1, c'est qui, c'est quoi et c'est combien? Il y a combien sur le compte? Adneum, il y a 0 au début. Donc vous ne payez pas? On ne se paye pas, mais on ne s'est pas payé, c'est pas pendant un mois. On ne s'est pas payé pendant 3 ans, mes associés et moi. Et vous travaillez gratuit. Mais comment vous faites pour vivre? Déjà, en France, ça c'est un avantage. Tu bénéficies. Donc j'ai négocié, lorsque je suis parti d'Alten, j'ai négocié non pas d'avoir des coms. D'ailleurs, je me suis assis sur mes coms, sur mon variable du dernier semestre, parce que je n'avais pas la tête uniquement à Alten, déjà mon projet d'après. Et donc je suis parti en disant, ce que je vous demande, comme je vais créer une entreprise, c'est de faire en sorte qu'on puisse partir. Aujourd'hui, on appellerait ça une rupture conventionnelle, mais qu'on puisse se mettre d'accord pour que je parte et que je puisse toucher une aide à la création d'emplois. On appelait ça l'ACRE en France, aide à la création d'emplois. Et j'ai pu l'avoir et du coup, j'ai pu être payé par l'État, mais évidemment peu. Voilà, c'est le chômage, quoi. J'ai pu être payé pendant à peu près 2 ans. Et après, pendant 1 an supplémentaire, je me suis payé avec rien, avec un peu de frais, etc., pour mes associés aussi. Parce que d'ailleurs, je ne voulais pas que, justement, je parlerai après, la crise est arrivée, mais je voulais qu'on ait des fondamentaux extraordinaires. Et pour avoir des bons fondamentaux, il faut être rentable. Et pour être rentable, je disais, nous, on se paiera après les autres. C'est un peu la logique du leader, tu sais, et c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est encore le cas. C'est une logique où le leader mange une fois que tout le monde a mangé. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et ça, c'est important. Je ne vais pas me servir avant les autres. Donc, je me suis dit, d'abord, je paye tous mes salariés, des indépendants si j'en ai, et après, on se paye. Et du coup, pendant 2 ans, 3 ans, on n'avait pas d'argent. Donc, on s'est payé après les autres. Et après, on a commencé à se payer, mais un tout petit peu. Pour moi, l'entrepreneur, je ne me suis jamais mis des gros salaires et c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, j'ai des dizaines de personnes qui gagnent bien plus que moi aujourd'hui. Et c'est bien. Tu sais que, je me rappelle, je crois que c'est 2020-2021, j'avais toujours le plus petit salaire de la boîte, quoi. Et parce que en gros ça m'allait très bien et donc voilà. On arrive tout doucement au terme déjà et on va revenir du coup si les gens veulent un nouvel épisode du coup sur 2-3 choses. Du coup l'histoire de Bernard Arnault. Où est-ce qu'on en est par rapport à Bernard Arnault, parce qu'on a teasé les gens par rapport à ça. Du coup on revient du coup un peu plus en arrière, donc 22-23 ans, quelque chose comme ça. Oui. Tu rencontres Bernard Arnault pour une chose très particulière, parce que lui aussi a été visionnaire dans ce secteur-là. Tu peux nous raconter l'histoire? Alors, c'est une recontextualiser tranquillement. Ah oui, donc c'est une grosse anecdote qui commence. Donc j'ai ma société, ma web agency à New York, agence digitale, qui fonctionne hyper bien. On doit l'introduire en bourse en fin mai, début juin 2000. Là, et pour le coup, à 10 milliards à peu près de valorisation. L'introduction en bourse ne se fait pas parce qu'il y a une crise financière du Nasdaq et donc de toutes les startups Internet, de toutes les sociétés Internet. Donc, toutes les introductions en bourse sont décalées en septembre. Et puis, décalées, elles sont annulées. Donc, on ne fait pas d'introduction en bourse. À ce moment-là, moi, dans cette agence digitale, je me suis occupé de tout le business et notamment, j'ai des pôles forts et l'un des pôles forts, c'est le luxe. Le luxe et la banque. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le luxe et la banque, ça a toujours été mes 2 domaines de prédilection. Et donc là, j'ai le luxe et la banque. Par exemple, j'ai fait le premier site e-banking pour une banque et après, on en a fait beaucoup d'autres. Et les premiers sites de luxe. E-commerce, dont le premier pour Tiffany. Et du coup, ça nous donne, en plus moi à l'époque, il n'y a pas beaucoup de Frenchies à New York, et le côté français à l'époque me donne par défaut
un côté C'est sympathique. mode, luxe, etc. Et évidemment, je le cultive parce que j'aime bien la mode, voilà, le style, les stylistes. Et du coup, je développe vraiment une activité forte. On fait déjà à l'époque un tiers de notre activité, voire même presque 40% sur la partie luxe. Et avec beaucoup de clients dans le domaine luxe et médias. Voilà, par exemple, on travaille pour le Vogue, on travaille pour tout l'environnement Condé Nast, qui a beaucoup d'articles ou plutôt de titres de presse dans la mode. Donc, on est beaucoup dans les sujets mode, luxe. Et à ce moment-là, moi, je sais depuis 6 mois, depuis 3-4 mois, pardon, que Bernard Arnault a lancé un fonds d'investissement qui s'appelle Europatweb. Il était déjà connu à l'époque? Il était connu, mais pas du tout comme aujourd'hui. Mais moi, je sais parce que je suis français. Par rapport à Bernard Tapie, sais-tu où à cette époque-là? Bernard Tapie, malheureusement, est passé dans l'ombre 7 ans avant. Il est passé dans l'ombre en 2013-2014, lorsque Marseille est champion d'Europe. Les problèmes arrivent. Et là, c'est la En 2000. déchéance. Non, Pardon, en 1993. 1993, pardon. Là, c'est la déchéance parce que il est rentré en politique, il est sorti de la politique, tout le monde veut l'assassiner malheureusement. Voilà. Et avec l'histoire L'histoire de qu'il a eue, Marseille, ouais. l'histoire de Marseille, du coup, il y a la prison, toutes ces histoires, et donc on n'en entend plus parler. Ok. Et après, il revient, il fait plusieurs Comeback. comebacks, mais au final, Ça n'a plus jamais été pareil. non, c'est plus pareil. Et il y a toujours de plus en plus de gens qui veulent l'assassiner, etc. Je parle publiquement, Oui, et publiquement, économiquement, évidemment. Et voilà. Et qu'on aime ou pas le personnage, il y a quand même eu un acharnement sur lui hors norme. On en parlera une autre Et fois. on en parlera une autre fois. Et il se trouve que là, à ce moment-là, on se retrouve en septembre. Nous, on est quand même assez mal en point avec l'agence digitale parce que beaucoup de nos clients nous ont lâchés. On travaillait beaucoup avec des grosses boîtes, mais également avec des startups. Mhm. Les startups qui se finançaient. Et du coup, il levait des fonds. Nous, on prenait une partie des fonds justement pour développer toute la partie développement Internet, stratégie, médias, etc. Donc, du coup, les startups, il n'y en a plus qui se financent. Donc, on n'a plus les clients startups. Et même les grands groupes qui disaient OK, il faut aller à fond sur le web, à ce moment-là, elles retirent leur bille et elles disent en fait, c'était une erreur, ça ne va pas marcher, donc on se retire. Mais Bernard Arnault, lui, pour le coup, il est visionnaire. Il te dit moi, je continue. Et je déploie 500 millions de dollars sur un fonds d'investissement qui va s'appeler Europatweb pour investir dans des startups. Et à ce moment-là, il se trouve que moi, je lis dans la presse que y a 2 personnes qui sont à la tête de ce fonds-là, quelqu'un qui s'appelle Charam et quelqu'un qui s'appelle Édouard. Et il se trouve que Édouard, en l'occurrence, Édouard F., je le rencontre quelques mois avant à New York, dans une soirée. C'est quelqu'un qui était chez McKinsey. Je le rencontre dans une soirée et je me dis, mais je le connais, je vais regarder dans mon téléphone et j'ai son numéro. Et je me dis, super, je l'appelle. Au début, je n'arrive pas à le joindre, puis après, j'arrive à le joindre. Et je lui dis, bah, tu vois, on s'est vu il y a quelques mois, je lui raconte mon histoire et tout. Et je lui dis, il faut que tu me présentes Bernard Arnault. Et il me dit, ça va pas être facile et tout. Je lui dis, je veux le rencontrer. Je suis sûr qu'il va être intéressé par notre société. Je fais venir mon associé majoritaire, Henri. On va voir Bernard Arnault. Et là, on fait un rendez-vous où justement, on lui vend notre société. On lui explique comment notre société, tout ce qu'on a fait. Il est comment, rendez-vous, Bernard Arnault? Il est... c'est un personnage déjà à l'époque. Bon, moi, j'ai 24 ans, donc évidemment, je suis impressionné parce que même si c'est pas la personne qu'il est aujourd'hui, il est impressionnant, quoi. Il a déjà créé un empire et du coup, bon, on se retrouve avec mon associé, on se retrouve un peu, même si mon associé a 15 ans de plus. Pas, Non, il est normal, quoi. Okay. Il est pas, c'est pas, c'est tout sauf une grande gueule, quoi. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui sait ce qu'il veut. Bon, il fait pas le rendez-vous, on fait pas 4 heures de rendez-vous, hein, mais il arrive, il y a un rendez-vous qui est fait, qui démarre, lui il arrive un peu après, il part avant la fin du rendez-vous, il fait sa partie. Je sors du contexte et je reviens juste après. Comment tu penses que Bernard Arnault arrive à fidéliser ses équipes et à créer autant de soldats? Il est dans un environnement déjà très particulier, qui est l'environnement du luxe, où justement, en fait, je pense que sa force a été et est toujours qu'en fait, d'ailleurs, Bernard Arnault, si tu prends sa galaxie LVMH, toutes ces entreprises ne s'appellent pas LVMH. Non. Donc en fait, il est arrivé à ce que très peu d'entreprises dans le monde arrivent à faire,
à racheter des entreprises, à garder la culture de chaque entreprise, ce qu'ils vont appeler dans le domaine du luxe, de chaque maison. Et chaque maison va rester là. Les équipes vont rester le plus longtemps possible. Parfois, il peut y avoir 1 ou 2 départs d'une tête, mais les équipes sont toujours là. C'est un empire du luxe. Il n'est pas allé dans tous les domaines. Il est dans le luxe. Et du coup, les maisons sont là. Les têtes de chacune de ces maisons restent là. Les équipes aussi, majoritairement en tout cas, et ils gardent la culture de chacune d'entre elles. Il n'est pas dans ce qu'on va appeler le one fits all, c'est-à-dire il y a une seule culture, on va appeler ça l'américaine, même s'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui font ça, qui vont racheter en disant ok, on rachète, on applique tous nos processus, et l'entreprise, je change de nom et ça devient mon entreprise. Ils ne sont pas contents, c'est pareil. Mais lorsqu'il se passe ça, les fondateurs et l'équipe proche partent dans les 6 mois. Au final, ils n'ont aucun intérêt de rester dans une entreprise qui ne leur ressemble plus et qui ressemble à une autre. Et ça, c'est l'erreur majeure de 80-90% des rachats d'entreprises dans le monde. C'est on arrive, on applique tout ce qu'on sait faire et après, hop, on dégage tout le monde. Voire les gens partent d'eux-mêmes. Mais au final, on revient sur un point dont tu parlais tout à l'heure, la culture d'entreprise. Pour moi, ces entreprises-là ne respectent pas la culture d'entreprise de l'entreprise qu'ils rachètent. Résultat, c'est un bain de sang. 9 fois sur 10. Et là, justement, lui, c'est pas un bain de sang. Lui, il rachète les entreprises. Et d'ailleurs, il les garde. On le voit, les noms restent. Si le nom reste, déjà, c'est important. Ça veut dire déjà que tu respectes le nom de l'entreprise. Déjà, tu élimines le nom. Déjà, l'entreprise, tu la casses. Déjà, et souvent, tu casses aussi les process. Alors que là, l'entreprise reste. Après, évidemment, il doit y avoir... oui, mais... Et puis voilà, tu optimises, il doit y avoir des économies d'échelle. Évidemment, il aurait tort de s'en priver. Et évidemment, il doit y avoir des services partagés, une holding, etc. Évidemment, la holding LVMH, mais à côté, ce qui est intéressant, c'est qu'il achète des marques et il garde les marques. Et il fait en sorte de garder la culture d'entreprise le plus possible. On voit bien, c'est rare que les stylistes passent du tout au tout. Il y a toujours une... Comment dire, on garde si on prend... Tu sens bien la différence entre Dior et Louis Vuitton. C'est ça, si tu prends les marques, mais peu importe les marques. Tiffany. C'est ça, si tu prends toutes les marques d'LVMH, c'est même pareil pour Kering, ils vont garder. Ouais. Tu prends Yves Saint Laurent, déjà, le full black existait déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu vas prendre Berluti, c'est pareil, il garde le côté féminin de Berluti. Il ne va pas tout changer. Non, et peut-être qu'il y a des changements, c'est certain, on ne les voit sans doute pas en tant que consommateur. Mais justement, en tant que consommateur, et puis j'ai des amis qui travaillent dans certaines de ces entreprises-là, ils gardent la logique de la marque, ils gardent le style, il n'y a pas un changement. Et je pense que sa grande force, elle est là, justement, c'est que sa culture, je suis convaincu qu'il n'a pas une culture d'entreprise, mais qu'il y a une culture d'entreprise dans chacune des entreprises. Et qu'après, il doit y avoir la culture LVMH au-dessus, qui est la méga culture. Mais la culture de chacune, je suis convaincu qu'elle doit être respectée. Et je pense d'extérieur que c'est sa force principale. Ok, super. On a tellement déjà débordé, mais tellement de sujets intéressants qu'on a parlé que, en gros, on revient du coup sur Bernard Arnault. L'histoire, donc on fait le rendez-vous. Le rendez-vous se passe bien. Il est il trouve la marque hyper attractive. Il pense que justement, non seulement il peut investir et avoir un retour sur investissement de l'entreprise en tant que telle, mais également que c'est cette entreprise-là qui pourra, sur les années, voire les décennies qui viennent, développer les sites web, les sites e-commerce de chacune des marques d'LVMH. Et on n'est encore qu'au début des marques LVMH. Donc si on prend depuis 2000, donc c'était en 2000, si on prend depuis 2000, 24 ans après, depuis, il a acquis des dizaines de marques. Donc moi, j'ai la vision en me disant, là, on en prend pour 20 ans, pour 30 ans. On n'aura jamais assez de temps pour faire toutes les marques, mais c'est génial. On se fait une profondeur de marché où en fait, on ne pourrait presque ne travailler que pour lui et ses marques. Voilà. Et donc, lui voit l'intérêt, moi, je vois l'intérêt. Mon associé voit l'intérêt, mais lorsqu'il nous propose d'investir chez nous, évidemment, entre-temps, le marché s'est cassé la gueule. Donc, évidemment, on passe de 10 milliards à une valorisation. Il nous propose d'investir sur une valorisation qui s'approche des 300 millions. Ce qui est énorme quand même à l'époque. Énorme. On ne fait que, c'est beaucoup à l'époque, mais qu'une cinquantaine de millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas énorme. C'est beaucoup. Sans que je suis arrivé, on ne faisait pas grand-chose. On faisait peut-être 1 million. Donc, OK, on a peut-être fait 50 fois plus en 2 ans. Mais au final, c'est faible par rapport à la valorisation qu'il propose. Mais du coup, avec mon associé, les avocats, il se trouve que moi, je suis partant.
lui et ses conseillers sont moins partants parce qu'ils trouvent que la valorisation est trop basse, ils trouvent que derrière, dans les clauses des contrats, c'est pas super à notre avantage. Mais moi, ce que je lui dis, et c'est là où je pars, je lui dis, si on ne fait pas le deal, je m'en vais. C'est très simple. Parce que ça, c'est notre dernier espoir de réussite. Et quel espoir! C'est notre salut. On peut passer d'aujourd'hui où en réalité, je vois les comptes, je vois où on en est. On est au fond, on n'est pas au fond du trou. Parce qu'on a encore des clients en disant, mais on est mal en point. Je vois le mur. Clairement, le mur, on le voit. On le voit et il n'est pas si loin. Moi, je le vois très proche, lui, il le voit plus loin, mais au final, le mur, je le vois. Et je me dis, c'est génial parce que là, le mur, on l'enlève et on a un boulevard. On a une autoroute, mais pour les 20 prochaines années, elle est en or, l'autoroute, pour nous. Voilà, on a les équipes qui sont toujours là, on n'a pas licencié, on a vraiment... Tout est prêt. Bernard Arnault, effectivement, arrive, tout est prêt. On peut démarrer le day one et ça peut être extraordinaire. Et puis en plus, on est présent en Asie, on est présent aux États-Unis, on est présent en Europe. C'est un gagnant-gagnant. Et le prix qu'il met est un très beau prix, mais qui se vaut au regard de notre future croissance. Et pour moi, on est très bien, je suis très heureux de ça. Au final, on a un désaccord, je suis minoritaire. Donc du coup, c'est lui qui l'emporte, c'est mon associé, et ses conseillers. Et du coup, je décide de partir à ce moment-là. Donc malheureusement, l'opération ne se fait pas. Ok. Et tu vends tes actions à ce moment-là? Et à ce moment-là, je lui vends mes actions. Je lui vends mes actions au rabais, je lui donne quasiment, quoi. Mais c'est normal. Mais en fait, ça vaut... C'est là où la réalité, c'est que des actions ne valent que par le prix que les gens sont prêts à payer. Moi, je dis toujours, parfois les gens me disent oui, ça c'est cher ou c'est pas cher. En fait, pour moi, dans la vie, il n'y a rien qui est cher ou pas cher. Il y a juste le prix que les gens sont prêts à payer pour un produit. Que ce soit une voiture, que ce soit une montre, que ce soit une entreprise ou que ce soit un genre de foot. Parfois, les gens me disent « Ah ouais, lui, il a été payé 80 millions d'euros, c'est énorme. » Non, c'est peut-être pas énorme. Si derrière, il y a un retour sur investissement qui donnera ou qui apportera au club peut-être 120 millions, il est rentable. Donc oui, ça vaut le prix. Personne, donc cher ou pas cher, il n'y a rien qui est cher ou pas cher. Est-ce qu'un steak à 3 euros est cher ou est-ce qu'un steak à 17 euros est plus cher? Je ne sais pas, ça dépend de ce que le consommateur ou la personne qui paye est prêt à acheter. Et là, justement, le deal ne se fait pas malheureusement. C'est tellement exceptionnel et je te remercie du coup pour toute la valeur qui est transmise. Du coup, les amis, n'hésitez pas donc à nous dire si vous avez des questions. Donc, je ne vais pas vous teaser bêtement. Évidemment qu'il y aura un nouvel épisode donc avec JC, mais posez-moi du coup les questions soit via Instagram, via les commentaires donc YouTube. Dans un mois, un peu moins d'un mois, le 10 mars, on a donc ton apéro qui a fait sold out. Du coup, l'apéro ultra qui se déroulera donc à Paris, qui a fait sold out donc en 36 heures, donc Wow. ce qui est énorme. Surtout que, en fait, les gens savent pas que c'est toi. Donc, c'est ça qui est marrant. Tu vois, on a teasé un peu l'histoire. Est-ce que tu as envie qu'on remette quelques places disponibles ou pas? Pour les gens qui nous écoutent. Oui, parce que moi, je pars du principe que s'il y a de la place pour une équipe, il y a toujours de la place pour quelques autres. Donc, ouais, ça me ferait plaisir qu'il y ait quelques places en plus. Eh ben, tu sais quoi? On va remettre un lien dans la description. On va laisser du coup 5 places de disponibles. Et il y a seulement ceux qui auront été jusqu'à la fin de cette vidéo, du coup, qui pourront profiter du coup de ces places-là et venir du coup te rencontrer le 10 mars donc, à Paris et te serrer la main. Donc, JC, merci beaucoup. Cet épisode était incroyable. On a énormément de sujets à voir. Tu as levé des fonds, tu as levé beaucoup d'argent. Beaucoup. Tu as ton fonds d'investissement qui va ouvrir et qui est ouvert, techniquement, dans lequel tu as déjà fait tes premiers invests et on en reviendra dessus. La formation championnat à la tête, finalement, Admin, on n'a pas été très loin dedans. Il y a tellement encore de sujets à aborder et on va refaire du coup un autre point. Mais du coup, les amis, n'hésitez pas donc à nous mettre un like, un commentaire et on vous promet que si vous nous mettez un maximum de likes et de commentaires, qu'on va vous faire encore un meilleur épisode la prochaine fois. Je te laisse le mot de la fin. Merci et j'espère vous voir nombreux le 10 mars. Je serai très heureux de vous voir et je suis déjà très content que vous veniez nombreux et merci de votre confiance. À très vite les amis. Merci beaucoup pour votre suivi durant cet épisode. N'oubliez pas donc de vous abonner. Peace.